Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une Je ne constance suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques. J'aime pas les garçons, ça fait mal, ça pique. People are suffering. People are dying. How dare you? C'est même pas la faute des juges, c'est le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans La Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode Mieux vaut en rire avec Rosa Berstein, Swan Périssé et Tani. Cet épisode a été enregistré en public au théâtre Apollo à Paris le 5 décembre 2022. Quand tu vas dire à un humoriste peut-être que c'est pas une bonne idée de faire 10 minutes de blagues sur les personnes trans, il va dire oui mais moi Tani tu sais je tape sur tout le monde, les noirs, les juifs, les handicapés, les femmes, et t'es là genre il manque un truc. Continue la liste encore. Je crois que tu n'as pas dit homme, tu n'as pas dit blanc, tu n'as pas dit hétéro. C'est assez intéressant. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est une première. C'est le premier La Poudre Live, une soirée montée par l'équipe de La Poudre dans un théâtre destinée à vous instruire, mais surtout à vous divertir. Je vous avoue que quand on a commencé à réfléchir à ce projet avec Spotify et Live Nation, j'étais pas sûre que les gens soient prêts à payer une place pour sortir le soir, voir un épisode de La Poudre enregistré sur scène. Parce que La Poudre, c'est, et ça a toujours été, gratuit. Parce que ça fait 4 ans que je donne des conférences gratuites au Carreau du Temple à Paris. Alors j'ai eu cette idée. La Poudre Live, ça sera bien sûr un épisode en public, mais ça sera aussi un spectacle unique sur scène, réservé aux gens qui sont dans la salle ce soir-là. Donc sachez qu'après la conversation aussi passionnante qu'hilarante que vous vous apprêtez à écouter, Rosa, Swan et Tani ont fait 30 minutes de stand-up avec des sketchs inédits. Et ces blagues-là, vous ne les entendrez pas. Fallait être là, comme on dit. Vous êtes frustrés? C'est fait pour. Surveillez les réseaux sociaux de La Poudre, on va bientôt annoncer un nouveau La Poudre Live. Ça sera à Paris, mais promis, on essaye d'en monter un hors de la capitale d'ici fin 2023. Allez, maintenant, place au spectacle. Avec Rosa, Swan et Tani, on a parlé de Marina Rollman, de Anna Gatsby et de Muriel Robin. Bonsoir tout le monde. Alors c'est le premier La Poudre Live ce soir et vous êtes au rendez-vous. Donc déjà je veux vous dire merci à vous d'être là. Je pensais pas qu'on arriverait à remplir cette salle. Donc big up à vous pour commencer. Merci à Spotify, merci à Live Nation, merci à l'Apollo Théâtre de nous accueillir et surtout merci à mes illustres invités, Tani, Rosa Berstein et Swan Périssé. Je suis trop contente que vous soyez là, les meufs. Vraiment, c'est incroyable. Et moi, je suis Lorraine Bastide. Allez, en place. C'est La Poudre. Alors, vous êtes au courant sûrement, mais on ne peut plus rien dire. La formule est très usitée, c'est devenu un peu le slogan de notre époque woke. Vous voyez très bien ce que je veux dire quand je dis ça. Même vous, madame au premier rang, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous appelez comment? Sandrine. Voilà, c'est un hommage donc aux humoristes de stand-up qui choisissent toujours quelqu'un au premier rang pour être le personnage cible de leur public. Moi, je vais laisser Sandrine tranquille ce soir. Vous, je suis pas sûre. C'était cadeau, les filles. Là où je voulais en venir, c'est que parmi ces pauvres personnes qui ne peuvent plus rien dire par les temps qui courent, il y a une catégorie d'individus qui, indéniablement, prennent un peu cher en ce moment, les humoristes. Si la poussée franche des idées féministes et antiracistes dans la société a eu un effet,
c'est qu'on s'est rendu compte que l'humour reposait sur des ressorts oppressifs. Vous savez, l'humour de Bigard, de Leb, des Bronzés qui a bercé notre enfance, enfin mon enfance, #boumeuse, mais aussi l'humour du fameux tonton Réac qui fait en alternance des blagues sur les femmes et sur les arabes dans les soirées. Mais t'as pas d'humour, ma chérie! Et bien sûr, on trouve cet humour à la louche en 2022 sur YouTube et sur TikTok. Pendant longtemps, des siècles en fait, l'humour, c'était soit glisser sur une peau de banane, soit se moquer des autres, et souvent des femmes. D'ailleurs, ça n'a pas changé. En 2019, il y a eu une étude du Haut Conseil à l'égalité qui a révélé qu'un sketch sur 2 reposait sur des ressorts sexistes. Voilà. Comme ça, au moins, c'est chiffré, c'est clair. L'humour est un acte de dominant. Et l'est toujours. Heureusement, ces dernières décennies, on a vu émerger, notamment grâce à la vague des comédie clubs, une nouvelle vague d'humoristes, un peu moins hommes, un peu moins blancs, ayant compris qu'il y avait d'autres façons de faire rire, notamment de soi-même. Incroyable. Et parmi ces humoristes, donc, des femmes. Et on pourrait se dire, ouais, youpi. Mais en fait, non, pas du tout. Ces dernières années, j'ai été plusieurs fois sidérée par des épisodes ayant émaillé la scène du stand-up français où il n'est pas rare de voir annoncer un grand festival d'humour dont l'affiche ne compte littéralement aucune, mais aucune femme. Donc faire de l'humour quand on est une femme en France, c'est souvent être seule. C'est aussi se confronter à une cyberviolence décuplée. C'est devoir créer des codes nouveaux dans un monde déjà très codifié et donc prendre chaque jour le risque du bide. Et franchement, terminons cette longue introduction en applaudissant toutes nos forces mes 3 courageuses invitées parce qu'il en faut des grosses pour faire ce qu'elles font. Ouais. Voilà, elle pleure, mission accomplie. J'ai fait mon taf. Alors récapitulons. On va commencer par une question simple que je vais vous poser à toutes les 3. Est-ce que le monde de l'humour, c'est l'enfer pour les femmes? Oui. Rosa? Bien sûr. Tu l'as très bien présenté, quoi. C'est vrai que c'est un milieu incroyablement misogyne, structurellement, de façon systématique, où il y a très peu de place pour les femmes. C'est dur, c'est naturel d'avoir des line-up avec que des mecs. Alors après, on met une femme pour faire plaisir. Parfois, c'est institué, en fait. Il y a encore des comédie clubs aujourd'hui où c'est vraiment le système. C'est une femme qui est présentée comme la touche-arme. Voilà. La Schtroumpfette. La Schtroumpfette, exactement. Et donc non. Alors après, le point positif, c'est que se crée une résistance quand même. Il y a des lieux où justement on essaye de faire de se réunir, de créer des safe places, de se réunir entre nanas. Mais ça change doucement et il y a un 2 poids 2 mesures. Il y a encore, en effet, plein de comédie clubs à Paris, mais sur des comédie clubs très en vogue, avec des beaux noms, avec des très beaux lieux où on donne la chance, par exemple, à des mecs qui ont 5 minutes, qui n'ont pas leur spectacle, et on leur dit « Ah ouais, mais toi, t'es cool, tu fais partie du club. » Et par contre, on leur dit « Vous mettez pas de nana ?» Non, Florence Foresti n'est pas dispo. C'est-à-dire, ou alors, il faut, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être une star de l'humour, avoir un spectacle sur Netflix, avoir fait 2 Olympias et pour pouvoir jouer dans ce comédie club. Mais par contre, tu as un peu la vibe, tu fais partie du groupe, et tu peux y jouer, quoi. Il y a vraiment ce 2 poids 2 mesures. C'est une espèce de loupe, j'ai l'impression, parfois, l'humour sur les inégalités les plus graves, franchement, de la société, quoi. Je sais pas si votre constat est aussi dramatique que le mien, les filles. Waouh. Alors moi, j'ai quitté le milieu du stand-up il y a quelques années parce que avant j'étais humoriste sur scène et maintenant pendant des années je me suis développée surtout sur les réseaux sociaux et là je reviens sur scène. Donc moi je trouve que sur les réseaux sociaux c'est pas l'enfer l'humour. En tout cas je souffre beaucoup moins sur les réseaux que sur scène. Peut-être parce que j'ai pris cher sur scène et maintenant quand on m'insulte et qu'on me harcèle sur les réseaux je suis là. Ah, vous n'êtes pas en face de moi. J'ai vraiment pas peur de vous genre. Mais quand tu dis que tu as pris cher, qu'est-ce que tu veux dire par là ? À l'époque, c'est vrai que je souffrais beaucoup. Je vais pas répéter ce qu'a dit Rosa, mais tout ce qu'elle dit est vrai. Ça n'est pas une menteuse. On se soutient vraiment entre femmes. Et non, mais moi, ce que j'adore, en tout cas sur les réseaux, je vais plutôt développer là-dessus,
c'est que tu peux trouver ton public qui te ressemble. Donc en gros, quand tu fais des blagues que tu aurais fait devant tes super potes et vous seriez grave tapé des barres, et ben ça se retrouve sur Internet, ton public te trouve et t'as pas besoin de convaincre une salle de personnes qui sont habituées au même type d'humour masculin, blanc, etc. Donc moi j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie et que ça m'a motivée à faire plus de vannes et tout, et maintenant je reviens plus forte sur scène et voilà. Donc je trouve que ce que j'ai appris moi, c'est que sur les réseaux on trouve son public, et si on fait de l'humour qui est ok et qui humilie pas personne, enfin qui n'humilie pas les gens et qui n'est pas sexiste, ben on peut trouver des gens pour nous porter sur cet humour, et ça c'est chouette. Tani? Moi, je partage ce qui est dit. J'ai une petite pensée, on nous a applaudi, mais j'ai toujours une petite pensée pour les meufs qui sont passées avant nous et qui ont, je pense, ouvert quand même la voie. Donc, on parlait de Florence Foresti, mais j'imagine que les humoristes de la génération avant, meufs, elles ont dû prendre bien cher. Donc, on pense à elles aussi. Merci d'avoir souffert. Non, et après, non, je suis d'accord avec Rosa. Je trouve que le milieu de l'humour, est un peu un enfer, mais aussi parce que, comme tu dis, je pense qu'au niveau de la production, de l'organisation, des festivals, etc., de l'humour, c'est encore un truc tenu par des vieux mecs blancs hétéros, et donc du coup ils ont pas cette conscience-là. En fait, c'est le Moyen-Âge, quoi. Ouais, tu dis sur les réseaux ça va mieux, mais c'est parce qu'avec les réseaux il y a une idée quand même de progrès, de modernité, et d'ailleurs on le voit, MeToo, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que tu vois cette parole, elle s'est répandue. L'humour, t'as un côté réactionnaire, quoi. Il y a un truc où on veut pas prendre le grand wagon du progrès, quoi. Je dis pour l'audio guide, Rosa vient de mimer un wagon. Une personne qui marche avec une canne, et c'était très bien mimé. C'était très visuel parce qu'elle fait aussi de l'humour visuel. Elle est multicasquette. Non, mais c'est lié à ça. Après, et pour revenir sur ce que disait Swan, c'est un enfer qu'on essaie de transformer en paradis, n'est-ce pas? Non, mais voilà, moi avec donc Mao et Lucie, on a créé le Comedy Love. On en reparlera peut-être plus tard. Mais c'était l'idée de justement dire, non, en fait, l'humour, c'est pas réservé qu'aux mecs, c'est pas réservé qu'aux personnes hétéros, c'est pas réservé qu'aux personnes blanches, etc. Et que du coup, on peut avoir un humour non oppressif, entre guillemets bienveillant, et où on libère aussi une certaine parole. Et donc, ça fait le lien avec Swan. Je pense qu'il faut créer son espace et aller à la rencontre du public qui nous ressemble. Et là, on peut faire changer les choses, quoi. Et pour aller dans ce sens, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi nous permettent aujourd'hui de réagir quand il y a vraiment une blague abominablement raciste, antisémite, grossophobe qui part sur Internet. Nous avons le pouvoir de réagir, nous, public. Ce qui accable beaucoup ces vieux humoristes blancs. Et ça m'a donné... j'ai vu cette phrase de Marina Rollman qu'on aime, que j'aurais bien aimé avoir avec nous ce soir, qui dit que maintenant... L'une d'entre nous la remplace. C'est Marina. Voilà, c'était le sous-entendu. C'est ce qu'elle vient de dire. À la fin de la soirée, vous pourrez voter. Je sais pas comment tu te sens, Tani, mais moi, elle m'a demandé il y a super longtemps, genre. En tout cas, elle a dit cette phrase justement dans le compte-rendu du HCE. Elle dit que maintenant, il faut être plus intelligent qu'avant pour faire de l'humour, en fait. Maintenant, quand tu veux faire une blague, par exemple, tu veux faire une blague sur Haïti, tu as intérêt à t'être renseigné correctement, à savoir de quoi tu parles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut être plus intelligent qu'avant? Est-ce que dans le monde où vous faites de l'humour, il faut avoir plus de finesse, plus de connaissances, plus de, je sais pas, de complexité pour y aller? Est-ce que tu te sens plus intelligente, Tani, que les autres? Grave. Mais je dirais oui et non. Enfin, je pense qu'il y a une partie du public qui est plus exigeant, à juste titre. Mais la preuve nous montre qu'il y a des personnes qui font des blagues très simples, très oppressives, qui font encore des grandes salles et qui sont sur tous les plateaux. Et ça passe crème, donc ça dépend. Puis en plus, l'humour, tu te dis, un film, j'en sais rien, de Billy Wilder, c'est de l'humour intelligent d'une certaine manière, c'est tellement beau, c'est tellement... Enfin, en fait, pour moi, tu disais rire de soi, je pense qu'il y a une vraie distinction, mais qui n'est pas récente, qui est
l'humour français, qui est quand même beaucoup un humour de moquerie quand même, et donc un humour très misogyne, versus le stand-up créé un peu quand même aux États-Unis dans les années 50 avec Lenny Bruce notamment, et qui est quand même la naissance d'un humour de rire de soi, de l'autodérision, de se moquer de soi-même. Et ça, en effet, pour moi, je trouve que c'est la naissance de ce qui devrait combattre l'humour oppressif. C'est toujours passer par soi. Et je pense que déjà, quand on essaye de faire ça, à mon avis, ça déjoue déjà énormément de clichés, de fait de parler de choses qui ne nous concernent pas. En fait, c'est se poser la question de est-ce que je suis concernée par ce que je dis. Et ensuite, oui, quand même, c'est vrai que par rapport à ce que dit Marina, du fait des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est super parce que c'est une plateforme où on débat, mais en effet, à partir du moment où tu te dis « Ah, peut-être si une blague, elle n'est pas dans une salle, dans une ambiance, mais il y a 200, 300, 400 000 personnes, 1 million qui la voient », oui, peut-être que tu peux un peu plus réfléchir à son enjeu et au fait que ce soit renseigné. Et ouais, je vois aussi quand même ce qu'elle veut dire. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. En vrai, elle a raison. Enfin, oui, elle a raison. En fait, aujourd'hui, on réfléchit aux blagues, peut-être plus qu'avant. Avant, les gens faisaient des blagues. C'est marrant, c'est pas marrant. Et là, même parfois, tu vois, quand on était en loge tout à l'heure, on parlait d'un truc qui nous avait fait rire, mais on en parlait quand même. C'est pas la question que marrant ou pas marrant. C'est vrai qu'on s'est interrogé pendant super longtemps sur une blague. Ça relève de quoi, etc., etc. Mais peut-être aussi parce que la blague du prout. La blague du prout. Non, je m'en souviens, ouais. En fait, quand j'ai pété en loge tout à l'heure, tu vois, et là, c'est moins oppressif que si j'avais dit quand t'as pété. Moi, si je peux rebondir sur l'intelligence, je trouve que... En tout cas, l'intelligence est illustrée, là. On est au top niveau. Vous voyez, il faut se surpasser maintenant pour être drôle de nos jours. On n'est plus à l'humour pipi caca du tout, quoi. Grâce aux femmes. Et très vite, on y est très vite arrivé. Je trouve qu'il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle, moi, pour faire de l'humour. Donc, pas forcément faire des recherches, etc., mais être très, très juste. Quand tu analyses une émotion, tu dis pas juste il est en colère, il est triste. Tu vois, il faut vraiment, si par exemple tu fais des blagues sur un chagrin, genre c'est pourquoi tu vas être triste à ce moment-là, qu'est-ce qui t'évoque ce chagrin, etc. Donc en fait, il faut accepter dans le stand-up et l'écriture la nuance et la subtilité. Et je trouve que pour ça, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà, moi, je trouve. Grave d'accord. Merci. Voilà. Prout. C'était intelligent émotionnellement. Bon, Tani, je me tourne vers toi parce que en fait, je vais y aller avec les 2 pieds dans le plat. Je voulais vous poser une question un peu bateau au départ. Est-ce qu'il y a une façon féminine de faire de l'humour? Mais on a dépassé ce stade-là. On est en 2022, on n'est plus en 2016. Par contre, je me demande s'il n'y a pas une façon lesbienne de faire de l'humour. Et en préparant l'émission, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait eu Muriel Robin. Tu parlais des illustres aînés qui avaient ouvert la voie. Elle était quand même bien seule pendant longtemps, notre Mumu. Et aujourd'hui, je pense que le plus grand nom du stand-up, tout genre confondu, c'est quand même Anna Gatsby. Et puis Tani. Waouh! En numéro 2, la pression. Clairement, Tani ne remplace pas Marina Rollman. Tani est invitée avec Marina Rollman. Cochez les indices chez vous. Il n'en reste plus que 2. Non, mais je précise que c'était théorique. J'aurais voulu qu'elle soit là. Elle avait sa place. Too late. Tani, est-ce qu'il y a une façon lesbienne de faire de l'humour? Waouh! Je dirais, en fait, oui, puisque être lesbienne, c'est s'en foutre un peu du regard des hommes cis-hétéros. Et comme l'humour est dominé par ces personnes, quand tu es lesbienne et que tu fais de l'humour, je pense que tu le fais d'une certaine manière. Tu le fais... le silence que j'obtiens. Vous m'intimidez, là, je me suis dit. Il faut que je dise un truc intelligent. Mais ouais, je sais pas, je pense que c'est hyper intéressant parce que moi, en fait, j'ai commencé le stand-up en même temps que je faisais mon coming out et ces choses-là sont liées. Et donc, du coup... forcément, la manière dont j'ai fait de l'humour et dont j'ai fait du stand-up était collée au fait d'être lesbienne. Et je pense que oui, j'étais peut-être moins dans des réflexions de me dire il faut pas que je me mette les hommes à dos ou peut-être dans un truc de séduction avec le public majoritairement masculin et aussi envers mes collègues humoristes qui étaient aussi majoritairement masculins. Et donc, du coup, peut-être que je me suis affranchie de choses et qui font que mon stand-up est différent parce que
parce qu'il est comme ça et parce que je suis lesbienne, quoi. Donc peut-être que oui. Après, oui, il y a des blagues sur The L-Word, sur les chats et sur l'astrologie, voilà. Il y a quelque chose que tu dis à la fin de ton spectacle que je suis allée voir, où tu dis, en fait, il y a des personnes qui te disent, tu fais un spectacle entier sur le fait d'être lesbienne, et tu réponds, il y a bien eu 772 épisodes de Un gars, une fille. Exactement. Ce que je trouve mais tellement bien vu, en fait. J'allais la faire tout à l'heure. Ah bah pardon, tu vois, je t'ai piqué ta vanne, ça se fait pas. J'ai fait un truc qu'on ne doit pas du tout faire. Copie comique, c'était Lorraine. Je t'ai crédité. Je plaisante. Non, mais tu vois, je pensais aussi oui. à un spectacle qui a été écrit par Océan quelques années, La lesbienne invisible, qui a été repris par Marine Boisson. Et en fait, est-ce que justement le fait d'aller sur scène, Marine Boisson. J'hésitais à dire, j'avais peur d'écorcher son prénom, donc je l'ai fait. Mais est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose de tu fais exactement ce qu'on n'attend pas des lesbiennes, c'est-à-dire la lesbienne par définition est la personne qu'on ne voit pas dans la société, qu'on ne montre jamais, et là tu viens sur scène toute seule, sous la lumière, avec un micro à la main, dire bonjour, je suis lesbienne. Est-ce que c'est pas finalement un acte ultra transgressif et donc ultra politique de venir dire que tu es lesbienne sur une scène toute seule? Ah bah si, très clairement, et je me suis rendu compte d'ailleurs que je remercie Océan parce que c'est tellement rare des spectacles qui parlent du fait d'être lesbienne que parfois moi quand je vais dans des théâtres en province, désolée pour ce terme, pour jouer mon spectacle, on me dit ah oui, on avait eu la lesbienne invisible, tu vois, genre en mode t'imagines quoi. Et j'en ai déjà vu une. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Donc ouais, c'est politique et même dans les retours que j'ai du public, je sais que c'est important et c'est aussi pour ça que je le fais quoi, parce que moi j'aurais bien aimé voir des spectacles comme ça quand j'étais petite, donc je suis heureuse de le faire et c'était un vrai, et c'est pour ça que c'était un vrai choix de ma part en fait, de me dire bah j'ai envie de faire du stand-up, de quoi je veux parler. En fait, je fais mon coming out, je suis lesbienne, vas-y, on en parle sur scène, quoi. Ça veut pas forcément dire que tu fais des blagues sur les hommes, sur les hétéros, quoique t'en fais un petit peu. Oui, évidemment. Et on en a besoin aussi. Enfin, c'était d'ailleurs un truc qui était noté par le rapport dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de blagues en fait sur les hommes, très peu de blagues sur les blancs, très peu de blagues sur les catégories dominantes. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement, même statistiquement, quoi. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand tu vas dire à un humoriste ouais, peut-être que c'est pas une bonne idée de faire 10 minutes de blagues sur les personnes trans. Il va dire oui, mais moi, Tani, tu sais, je tape sur tout le monde, les noirs, les juifs, les handicapés, les femmes. Et t'es genre, il manque un truc. Continue la liste encore. Je crois que tu n'as pas dit homme, tu n'as pas dit blanc, tu n'as pas dit hétéro. C'est assez intéressant. Alors, il y a une question qui me taraude. En fait, moi, je dois vous avouer quelque chose. À chaque fois que je vais voir un spectacle de stand-up, surtout d'une femme, mais en règle générale, je suis gênée. Je suis comme ça, je suis là, putain, mais c'est un truc de malade qu'elle fait, quoi. Enfin, je me dis, c'est tellement audacieux, c'est tellement ouf, j'ai peur que les gens y rient pas. Je suis genre là, allez-y, elle va être trop mal à l'aise. Et quand les gens sont mal à l'aise, ça me met mal à l'aise. Du coup, enfin bref. T'es en train de chauffer le public pour tout à l'heure. Je me demande du coup quel est le truc fou qui peut vous pousser un jour à vous dire je vais faire ça. Et Swan, j'ai vu dans une vidéo récente de toi où tu disais que depuis toute petite, tu voulais avoir l'attention sur toi. Oui. Et que tu savais pas encore quelle forme ça allait prendre, mais que tu avais envie. Tu as même cette phrase, tu dis il fallait que tout le monde m'écoute. Wow. Mais coup dur pour l'ego. Meuf, j'ai fait un podcast si tu veux. Enfin, tu vois, I feel you. Et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose en fait de complètement antinomique avec la féminité attendue, le fait justement de dire regardez-moi, écoutez-moi, c'est moi qui vais parler et c'est pas moi qui vais rire aux blagues des mecs. Ouais, je pense que il faut plus de femmes dans l'espace public. Et alors, c'est pas pour te flatter, mais je me suis rendu compte de ça il y a quelques années quand j'ai commencé à écouter ton podcast, qui a changé ma vie. Donc, merci Lorraine. Oh my God. Oh. Je me suis dit, je vais faire le choix de ne plus écouter
d'interviews d'hommes, de films faits par des hommes et tout, pas par haine d'eux, mais je me suis dit, si je fais l'effort de beaucoup écouter des femmes, ça va peut-être un tout petit peu équilibré et je me retrouverai à écouter 25% de femmes versus 75%. Je ne pouvais plus écouter des hommes parler de leur point de vue d'hommes, interviewer d'autres hommes et dire à quel point les autres hommes étaient super. Ce qui est vraiment très très présent sur YouTube. En plus, ça marche par communauté, quoi. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de communautés, qui invitent d'autres personnes qui ont beaucoup de communautés. Ça fait grandir leur communauté et tout. Et t'as des espèces de blancs comme ça qui se donnent la main et qui tournent entre eux comme ça. Et ça crée un vortex. On a des millions, c'est pas vrai, j'ai 1 million, t'as 1 million, on a des millions. Et nous, on est là, on a 150 000. Bah ouais, mais t'as 150 000. Moi, je suis avec mes copains qui ont des millions. Et genre, ils tournent comme ça et tout. Waouh. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ils iront en prison. Oh waouh. Oh non. Oh là là, coup dur. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, le petit taquet. Le petit taquet. Donc oui, les boys club, quoi. Ouais, faire son intéressante dans l'espace public, je trouve ça trop important. Un jour, j'ai appris à une copine à moi à faire du roller, Louane, et on était en train de faire du roller dans une ruelle. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire du roller dans une ruelle. C'est comme ça que ça commence. Hein. C'est vraiment ridicule, surtout Louane, c'est terrible. Elle est plus forte que moi maintenant. Et en gros, il y avait des mecs qui étaient là sur le côté. Et donc, on remontait la pente, puis on apprenait à freiner, à redescendre. On était ridicule et tout, on remontait et tout. Et puis, ils faisaient des remarques et tout. Puis, ils ont fait des remarques pendant 10 minutes. Et elle a dit, je veux partir, en fait. Parce que c'est insupportable. Et j'ai dit, mais ils vont se lasser, en fait. Nous, on va continuer à apprendre à freiner. Et c'est juste qu'ils ne sont pas habitués à voir une femme dans l'espace public, sur des roulettes. Et maintenant, elle fait du... et elle fait du... C'est vrai que c'est bizarre. Et c'est ça, mon féminisme. Mettez des roulettes. On y va. On met tous des roulettes. Je m'égare. Et maintenant, elle fait du one wheel. Et c'est un espèce de surf électronique trop stylé. Et il n'y a que des hommes qui font ça. Et elle va très très vite. Elle a trop la classe. Et elle est suivie par des hommes, genre en voiture, à vélo. Ils sont là. Hey, hey. Et elle fait oui. Ils font hey, hey. Et vraiment, ils savent pas quoi faire. Ajouter, quoi. En gros, je pense que montrer des femmes dans l'espace public, c'est trop important. Mais des femmes qui font rire, parce qu'il y a vraiment ce truc. Enfin, moi, tu vois, en tant que, par exemple, bonne femme éduquée, hétéronormée, on m'a appris à rigoler aux blagues des hommes. On m'a pas appris à faire rigoler les autres. Donc, il y a quand même quelque chose, encore une fois, je trouve, qui va vraiment complètement à rebours, en fait, de ce qui est attendu de toi. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui te l'ont reproché, qui en ont été surpris En permanence. Mais ça, c'est plutôt l'histoire de ma vie personnelle, quoi. Heureusement... Ferme-la, Swan. Ouais, non, je suis féministe. C'est important. Oui, en permanence. On me reproche de rire trop fort, je comprends pas pourquoi. De rire trop fort, de parler trop fort, de faire trop intéressante et ça me rend folle et je continue, quoi. Je continue parce que je le fais très bien. Et je suis très modeste, moi. Très, très modeste, c'est important. Et non, mais je pense que j'adore faire rigoler, donc ça, je me suis pas trop posé la question de j'aimerais faire rire et tout, mais c'est ce que j'avais en moi, c'est la plus grosse flamme de ma vie, quoi, c'est d'avoir envie de faire rigoler. Et en permanence, on essaie de me faire taire. Genre, j'ai eu des beaux-pères qui m'ont dit de me taire à table, des gens qui m'ont dit que j'avais pas le droit de mettre des décolletés, des mecs qui m'ont dit que je faisais trop intéressante. Je suis sortie avec un mec qui m'a dit quand on te voit rayonner comme ça, on peut avoir envie de t'écraser. Ouais. Je l'ai quitté. Mais tard, genre. Je crois que j'ai couché avec lui 2-3 fois en plus. Bref. Donc oui. Ouais, c'est vraiment hors contexte. Qu'est-ce que je raconte hors sujet. Est-ce que cette gêne que je ressens, elle est justifiée ? Est-ce que parce que j'ai l'impression que... T'as ressenti ça dans le spectacle de Tani ? Je ressens ça à chaque fois que je vois une femme avancer sur scène avec un micro avec l'intention de faire rire. Genre vraiment, je suis là genre, mais tellement d'audace, quoi. Est-ce que, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose du ressort de la peur de la honte qui est déjà tellement constitutif de nos personnalités, enfin de nos identités féminines. Voilà, il faut qu'on ait honte, voilà, comment nos corps, la honte d'échouer en fait dans le fait de rire. J'imagine que le beat fait entièrement partie de l'apprentissage d'humoriste. Comment vous gérez ça ? Comment ça s'articule en fait avec vos identités ? C'est un peu complexe, un peu psycho. Mais ce que je raconte, si, mais moi je vois tout à fait ce que tu décris, mais parce que je pense qu'il y a un truc dans le rire qui est associé à la virilité. C'est pour ça, c'est un truc de la...
testostérone, quoi. C'est un truc d'aller attaquer. Il y a un côté un petit peu. Et donc, je pense que quand tu décrivais dans ton intro le tonton blagueur, même quand on imagine le tonton blagueur, on n'imagine pas un homme qui a une voix un peu plus douce, tu vois, et qui va te faire la blague un petit peu comme ça. Non, on imagine un gars et en fait, c'est ça qui représente physiquement la force drôle. Et même, justement, même les femmes, pour être drôles, avaient aussi besoin sur scène d'alourdir leur voix, d'alourdir leur corps, d'alourdir de prendre des tenues qui les élargissent, tu vois. Je pense qu'en effet, Marina Rollman, c'est aussi l'une des rares qui a accepté d'être plus petite, d'assumer en fait son corps de femme sur scène, tu vois, d'assumer c'est vraiment la voix plus douce, une voix de pas plus hurler, douce, vraiment, ouais, clairement, de pas être, même, ou dans un costume, parce que même, voilà, ou même quand tu penses à Blanche Gardin, tu vois, c'est des femmes où il y a un costume sur scène, c'est encore une façon de dissimuler la féminité. Valérie Lemercier, plus grande, exactement, elle et déjà elle est grande, mais voilà, il y a encore d'aller trouver, parce que sinon, juste une femme, c'est pas marrant. Et moi, ça m'excite d'entendre ça parce que justement, je pense qu'il y a plein de... C'est bizarre de ça. Tu me sexualises, Du tout. Tu me sexualises Du tout. Non, et moi je trouve ça plutôt challengeant d'entendre ça parce que justement, donc c'est un peu normal ce sentiment que tu ressens. Et je trouve qu'on est là pour inventer des façons de raconter des histoires différentes. Bah, je voyais encore le spectacle de Shirley avant-hier, dont j'ai fait la première partie. Et Shirley Soignon, donc aussi une de ses pionnières. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'elle est là. Ça incroyable. Qui elle aussi, d'ailleurs, a dit aussi qu'elle était lesbienne sur scène et qui aurait pu la citer dans ses pionnières. Qui a ouvert la voie. Tout à fait. Et Shirley, en gros, quand je l'ai vue avant-hier jouer, elle met une espèce de vibe tellement bienveillante avec son public. Elle joue dans les comédie clubs, elle aime bien les petites salles et tout, donc elle échange avec les gens et c'est une espèce de douceur où les gens ils peuvent même interagir avec elle sans se sentir humiliés ou sans la déranger. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de façons de raconter des histoires différemment et ça, c'est excitant. Tout à fait d'accord. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est marrant parce que il y a pas longtemps, j'ai fait une scène, donc un plateau d'humour, donc 1 heure avec genre 5-6 humoristes qui se succèdent et on fait chacun 8-10 minutes d'extraits de nos spectacles. Et c'était un peu, moi j'étais un peu stressée, tu vois, on sentait que ça allait potentiellement être dur parce que la salle était un peu froide et tout. Et en fait, en loge, j'avais l'impression que j'étais la seule à assumer ce stress. Et ils étaient tous là, non, mais vas-y, ça va le faire et tout. Si vous voulez, je passe en 1. Et en fait, ce truc de même en loge, il faut pas montrer que tu peux avoir peur, quoi, et que tu peux douter. Et alors que la personne qui est passée, donc le mec qui est passé en premier, c'était un peu froid, tu vois, et ça se voyait sur scène que lui-même il se rendait compte que c'était un peu galère, mais enfin bref, je me suis dit, mais même en loge, c'est pas possible pour eux de dire qu'ils ont peur et que venez, on stresse ensemble, tu vois, je sais pas. Et tout le vocabulaire autour de la réussite sur scène est un langage meurtrier. C'est j'ai tout killé, réussir, faire rire, ça veut dire tuer. Je les ai défoncés, je les ai butés, ils étaient morts. Enfin, tu vois, c'est ça quand même. Vous allez passer une super soirée. Ouais. C'est ça. Ouais, mais il y a tellement de. Là, j'ai ça en mémoire parce que il y avait un truc aussi qui me fascine dans l'humour, c'est genre t'as un public qui est à peu près 50-50, tu vois, au niveau de la composition. Pas ce soir. Salut les frères. Salut les frérots, salut les frères. T'es là genre mais genre. Moi, les humoristes, quand j'étais dans le milieu du stand-up, ils m'appelaient frère en coulisses. J'étais là, c'est ça, frère. Non, ça ne va pas. Même la punchline. Bref, la punchline, c'est un coup de poing, un punch. Hey. Ah oh. Je suis bilingue. Non, mais cela dit, enfin voilà, c'est pas un hasard. Hein. Il y a une sociologue qui est fascinante qui s'appelle Nelly Kemener, Le pouvoir de l'humour. C'est un bouquin très important. Et elle rappelle que le rire, c'est la rationalité en fait. Enfin, quand on imagine, je sais pas, genre à la cour du roi Soleil, les bons mots, etc. C'est vraiment la logique, la rationalité. C'est vraiment du côté du masculin. Et ce que vous décrivez là, c'est intéressant. C'est comme si vous étiez en train de mettre du care, une autre forme. Enfin voilà, vous avez parlé d'intelligence émotionnelle. Vous êtes en train de modifier en fait les codes de l'humour, mine de rien. Et ça n'a rien de biologique, c'est simplement parce que vous avez des vécus différents et je trouve ça super intéressant. Est-ce que du coup, quand on fait rire des mecs, on les ken, Rosa? Parfois. Pas pendant le spectacle. Mais pas assez. Non, pas assez. Pas assez. Tellement pas assez.
je comprends pas moi pourquoi je comprends pas juste, enfin c'est terrible quoi, à quel point la plupart des meufs, si un mec nous fait rire, on est charmé, subjugué, vraiment et il peut ne pas du tout correspondre à ce qu'on considère comme des critères de beauté, mais s'il est drôle, ouais, vous avez vu, j'ai mis la formule pour vraiment. Enfin, c'est le public de la poudre. Non, moi, je me surveille. Je suis en mode, attends, Rosa, tu l'as bien, t'as pas dit chum, ok, c'est bon. À chaque seconde, j'ai peur de sortir le truc problématique, et s'il vous plaît. Non, mais donc en tout cas, et je trouve quoi, que nous, ça nous donne envie de baiser les mecs, et que eux, rarement, une meuf marrante, c'est ça qui va les faire bander, quoi. Et je trouve ça relou, ce déséquilibre. Et ce que ton petit copain t'avait dit, c'est la même chose un peu liée au succès, quoi. C'est-à-dire que c'est dur de trouver, en tout cas, des mecs hétéros qui se réjouissent, en fait, du succès des nanas ou pour qui ça va provoquer une excitation, un charme, quelque chose de waouh. Non, il y a vraiment ce truc de domination qui est très fort. Et moi, en effet, franchement, c'est vrai que mon podcast, c'est un pur fantasme, tu vois. Alors, pour celles qui n'ont pas la ref, donc ton podcast s'appelle « Les mecs que je veux ken ». T'interviews pas que des mecs, d'ailleurs. Non, j'interviewe aussi des meufs, enfin plein de gens. Mais même dans ton spectacle, t'assumes, voilà, tu parles de tes plans, de tes dates foireux. Voilà, c'est un peu un domaine que t'explores aussi vachement, quoi. La drague, la séduction hétéro, etc. Ouais, carrément. Et c'est vrai que, en fait, j'aime bien ce que tu dis sur l'idée de est-ce que monter sur scène quand c'est nana, c'est renverser quelque chose. Et c'était aussi un peu ce que j'avais envie de faire dans mon podcast où je lis un poème à l'invité au début en lui disant pourquoi il me plaît, pourquoi j'aimerais le baiser, etc. Et vraiment, tu vois, c'est le truc que tu peux jamais faire dans la vie. Jamais. Ça marche pas, en fait. Tu vois, c'est vraiment le gars, mais fuit si loin. Ok. Et t'es là, les mecs disent oh mais on sait plus comment draguer, mais ne draguez plus, laissez-nous draguer et sachez vous faire draguer. Mais ouais. Mais de ouf. Je peux juste rajouter un truc. Il y a plein de gens qui viennent me voir dans l'espace public. Et il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire ah, j'adore ton travail ou merci pour ce que tu fais, etc. Et je dirais que 95% des hommes qui viennent me voir me disent je viens te voir parce que ma sœur, elle kiffe trop ce que tu fais, c'est vraiment genre incroyable et tout. Et j'ai vu que hier, du coup, tu avais fait cette scène et tout. Et la semaine dernière, tu as fait un voyage à vélo, c'est incroyable. Et la vidéo que tu as fait, c'est trop bien. Et puis, du coup, tu travailles avec cette marque de vêtements, ça te va vachement bien et tout parce que ma sœur, elle t'adore, elle regarde tout ce que tu fais. Et je suis là, en fait, tu me suis, en fait. Genre, c'est juste ta sœur, elle t'a dit un jour, regarde. Et vraiment 95% des hommes, alors peut-être que c'est pour pas vouloir m'oppresser dans l'espace public, mais ils vont dire c'est ma meuf, c'est ma sœur, c'est ma copine, etc. Au lieu de dire moi j'aime bien ce que tu fais. Et je trouve ça très bizarre d'avoir autant de sœurs comme ça fans de moi. Quoi. Très bizarre. Est-ce que faire rire les meufs, ça aide à draguer les meufs? Bah oui, forcément. J'essaie de déshétéronormer cette interview, bordel, parce que sérieusement, c'est vrai. Ça change tout, probablement. Moi, c'est marrant parce que souvent les gens pensent, enfin les mecs en fait, pensent que les lesbiennes n'ont pas d'humour, quoi, que c'est des personnes aigries, qui ne rigolent jamais. Et moi, je trouve que les lesbiennes sont très drôles, quoi. Enfin. Donc, comme elles sont très drôles, elles aiment bien les blagues. Et donc, quand tu les fais rire, c'est cool. Les gens pensent que les féministes ne sont pas drôles. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas hyper drôle. Ouais, c'est ça aussi, c'est vrai. En fait, on parle quand même beaucoup de viol toute la journée et de féminicide, donc ça plombe un peu. Des grosses barres. Pourquoi vous riez plus? Alors d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'actualité, il y a aussi un truc que je trouve super intéressant avec l'humour, c'est que le spectacle, il évolue tout le temps. Et ça, je l'ai aussi compris avec Océan, que je cite décidément beaucoup ce soir. Il est peut-être dans la salle. Qui sait? À l'époque de Chatons Violents, où je disais j'ai vu le spectacle, il me disait non, tu l'as vu il y a un an, en fait tu l'as pas vu parce que ça a trop changé, entre temps il y a eu plein d'actu, etc. Et toi tu le fais aussi beaucoup, Rosa, tu t'adaptes beaucoup, tu vas réagir, tu vas pas hésiter à changer ton spectacle le soir pour réagir à une polémique qui a eu lieu aujourd'hui. Et toi tu viens du cinéma, du théâtre, comme tu viens de le faire d'ailleurs brillamment, et tu as connu des mondes qui sont beaucoup plus figés. Est-ce que c'est ça qui t'intéresse aussi dans l'humour, cette possibilité d'être beaucoup plus dans la répartie en fait par rapport à ce qui se passe dehors, quoi?
Ouais, j'adore. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que tu viennes voir mon spectacle. Parce que t'es pas... Mais arrête de mettre toutes les vidéos sur Instagram. Non, voilà. Alors, en fait, j'écris des nouveautés chaque semaine que je mets sur les réseaux. Mais il y a un spectacle qui lui est figé. C'est vrai qu'à un moment, tu peux peut-être un peu t'ennuyer dans un spectacle. Tu as besoin d'être au présent. Ce que je trouve sympa dans le stand-up, c'est que c'est quand même ce truc où il y a un frisson de modernité, où tu te dis, OK, c'est l'espace d'adresser des trucs de maintenant, tu vois. Je me dis, voilà, il y a un truc là-dedans que je trouve excitant. Et que pour moi, c'est un défi. T'as pas envie d'avoir ce que je trouvais un peu glauque, tu vois. Ça faisait 6 mois qu'on était sortis des confinements et tu sentais les humoristes qui avaient les mêmes blagues sur le Covid et tu dis, celle-là, ça fait 6 mois que franchement, c'est terminé, quoi. Et il y a ce truc où je pense qu'il faut tous les jours un petit peu sentir c'est quoi le frisson du moment, tout en faisant gaffe quand même aussi, parce que ce truc de la réaction, de la réactivité, voilà, ça peut faire parfois des pensées un peu courtes, tu vois. Et évidemment, le lendemain, t'es en mode, ne relayez pas le truc, c'est le gouvernement iranien qui, c'est de la propagande du gouvernement. Voilà, ça par exemple, en 2 secondes, les gens vont dire, ils suppriment leur story. Il y a un peu pareil dans l'humour, il faut... mais je pense que c'est moderne, je pense que c'est nouveau, et c'est vrai que... quand même, on est à un moment excitant, je pense, qui se passe avec le stand-up, tu vois. Et que le théâtre... Non, mais c'est vrai, ça t'excite. Elle vient de me regarder avec un regard. Non, mais c'est vrai que c'est excitant, tu vois. Tu vois, et je trouve que parfois, moi, ce que je reproche au théâtre français, c'est qu'on peut avoir un théâtre public parfois un peu snob, un peu, tu vois, un télo pour des initiés, tu vois, avec des trucs de 12 heures, très lents, très chiants, et un théâtre privé, parfois très ringard, un peu poussiéreux, etc. Et que dans le stand-up, d'un coup, tu as des voix, en fait, tu as quelque chose, et je pense que c'est ce qui nous a tous bouleversés avec le spectacle d'Anna Gatsby aussi, c'est que en fait, tu avais un truc où elle parlait, oui, justement, de polémiques, de choses, de MeToo, on était là en mode, oh waouh, on me parle tout de suite de mon époque, de ce que je vis, il y a un écho, et ouais, c'est vrai que ça nous excite, quoi. On a envie de choses un peu au présent. Vous sentez cette responsabilité aussi sociale avec l'humour? Alors, cette responsabilité sociale, oui. Moi, je suis en train d'écrire mon 3e spectacle, là. Depuis janvier, j'ai décidé que j'allais tester 10 minutes sur des plateaux toutes les semaines, 10 minutes différentes. Donc là, j'ai genre 2h30 de trucs différents. Et au contraire, j'essaie de trouver ce qui est éternel pour le mettre dans mon spectacle. Donc, par exemple, j'ai un sketch hilarant sur un lavement. Ça, c'est éternel. Anal. Un lavement anal qui avait provoqué une grosse diarrhée. Bon. Ça marche toujours. Est-ce que je vais le mettre dans mon spectacle? Non. Tes caca, voilà. Ça marche toujours. C'est vraiment la leçon de la soirée. Mais en gros, moi, au contraire, j'essaie de trouver ce que j'aurais envie de raconter pendant 2 ans sur scène. Donc, tous les trucs très rapides, c'est fun à faire devant tout le monde, mais je me dis, quel est le message que j'ai envie de porter aujourd'hui, que j'ai envie de dire tous les soirs sur scène quand j'aurai ce spectacle et qui tournera dans des grandes salles et tout, Inch'Allah. Voilà, donc les deux sont excitants et intéressants, mais moi, pourtant, toi, tu as carrément, t'as créé un espace pour parler d'écologie. Tu as aussi eu envie, avec tes vidéos, avec tes textes, de vraiment profondément changer les comportements des gens, de les sensibiliser aussi aux questions d'environnement, etc. Donc, je veux dire, toi, plus que tout autre, t'emploies ces outils-là pour faire changer le monde. Oui, ça c'est sûr. Moi, j'arrive plus à ne pas avoir un humour politique. nous, ta scène. Vers chez vous, ouais. Vers chez vous. Vers chez... Attends, c'est quoi? Vers chez nous, vers chez vous. C'est vers chez vous. Ça fait 2 ans que je travaille dessus tous les jours, genre. Oui, j'ai créé une chaîne YouTube et un Insta qui s'appelle Vers chez vous. C'est chez vous, c'est chez nous. Moi, on est tous pareils. Quelque part. Oui, c'est vers chez vous. Et oui, moi, j'arrive plus à faire de l'humour pas politique. C'est très difficile pour moi quand je lis beaucoup de trucs sur l'écologie et tout, de dire l'autre jour j'ai trébuché sur la terre-mère et elle va mourir et on va tous mourir. Enfin, c'est difficile de pas parler de ça, mais c'est trop bien de réussir à faire des blagues là-dessus, de mettre un peu de la poésie, de la beauté, de l'émotion sur des trucs qui sont super lourds, et aussi de faire de la pédagogie à travers l'humour. Parce que quand tu fais une blague qui est drôle, en fait, il y a plein de couches de recherche. On parlait d'intelligence, de recherche en dessous, de pourquoi tu parles de ça, où ça fait résonner des trucs qui sont abusés. Tu mets le doigt sur des absurdités de la société, en fait. Donc oui, il y a plein de choses politiques à faire en humour. Tout à fait. Tani, c'est pas toi qui va nous dire le contraire. Ton spectacle entier. Mais moi, je suis un peu pareil. J'ai du mal en fait à écrire des blagues, on va dire légères ou anodines. Enfin, mais je voulais revenir sur ce que tu disais, Rosa, où c'est vrai qu'au début on disait oui, le milieu de l'humour, du stand-up, c'est l'enfer, mais quand même c'est vrai que c'est
une pratique artistique qui est quand même magique parce que en comparaison au théâtre public ou à d'autres formes d'art, c'est le stand-up, c'est ça qui est incroyable. C'est juste, il te faut un micro, un bar, une salle, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé le Comedy Love. C'était juste trouver un café féministe qui voulait bien de nous. On amène un micro, une enceinte, et en fait on ramène le théâtre dans des lieux à nous, et je trouve ça ouf. Enfin, en fait, c'est une telle liberté artistique, et de pouvoir justement faire entendre des voix qu'on n'entendrait pas avec les milieux institutionnels, etc. Et du coup, moi, on le critique, ce milieu, mais pour moi, il est quand même magique, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. On critique le milieu, on critique pas la forme. Ouais, bien sûr, mais la forme est ouf quand même, quoi. Ah ouais, bien sûr. Bah, c'est trop beau, et puis c'est aussi pourquoi c'est exceptionnel le stand-up, c'est parce que c'est le lieu d'une parole interdite. Alors certains se servent de cet argument de façon un peu diabolique, mais c'est vrai que tout ce qui est, par exemple, ce qu'on reçoit à la télé peut être vachement lissé, en fait, dès que tu as des chaînes, des gens au-dessus, ou même on dit « Ah non, ça, machin », et tout. Alors que là, nous, justement, sur ce setup, le plus pauvre, c'est le plus libre. Le moins il y a d'argent, le plus il y a de possibilités pour dire des choses. Et en effet, aux racines, voilà, Lenny Bruce, quand il critiquait la société américaine, en fait, il disait des grossièretés, les flics l'attendaient, il allait au commissariat. Donc il y a, je pense, aussi quelque chose qu'il faut allier. Ça veut dire quoi, cette quête du sulfureux, et en même temps, comment ce sulfureux, voilà, d'avoir une parole qui n'est pas entendue, on peut très bien, nous, l'apporter avec des questionnements progressistes. Et ne pas dire « Ah oui, mais justement, parce que l'humour, c'est l'endroit de liberté, on m'interdit, je ne suis plus libre ». Tu vois, c'est là où il y a un nœud, où certains s'en servent pour dire justement, j'ai le droit de dire ce propos méga problématique. Mais bon, mais après, c'est à naviguer. Parce que justement, moi, j'ai envie de me servir des blagues pour questionner mes pensées problématiques. Tu vois, je veux dire, et on en a toutes et tous, tu vois, des moments où justement, qu'est-ce que c'est que se déconstruire, être féministe, être une mauvaise féministe, ne pas y arriver, tout ça, et se décomplexer en se servant de l'humour pour... Ouais, mais parfois, Rosa la honte, fait plus d'études que nous. Non, j'ai cru que tu allais dire Rosa est problématique. Non. Ça, tu le sais déjà. Ouais. Mais voilà. Mais bon. Non, mais en fait, ce truc d'interdit, de pas interdit, je pense que c'est ce qui excite le public. Et c'est aussi pile l'endroit pervers par rapport à ce qu'on attend de l'humour et par rapport à ce qui excuse la façon que certains ont de s'en servir. C'est vrai, quand on voit un spectacle, on est toujours sur ce fil-là, en fait. Genre, est-ce que celle-là, j'accepte ? Ah, ça passe. Ah non, ça passe pas. Ouais, non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, en réfléchissant, en préparant la soirée, je me suis rendu compte que dans le mouvement MeToo ces dernières années, les humoristes, elles ont eu un rôle hyper important. Enfin, c'est des figures populaires qui sont essentielles. Enfin, on a parlé rapidement de Blanche Gardin, qui d'ailleurs aussi un peu dangereusement sur ce fil. On ne sait plus très bien de quel côté elle est tombée. J'ai l'impression que vous savez, vu vos visages, que les gens ne verront pas dans le podcast. Même Florence Foresti, qui était quand même sur scène le soir des Césars, le fameux César de Polanski. Je me suis dit, c'est incroyable en fait à quel point aussi les femmes humoristes ont eu un espèce de rôle d'étendard dont on ne sait pas trop quoi, mais il y a carrément une responsabilité importante sur leurs épaules en tant que femmes qui sont supposées faire rire dans l'espace public, de réagir quand il y a des moments d'une telle gravité en fait qui se produisent que MeToo. Et est-ce que justement vous pensez que cette pression-là rend pas les choses peut-être plus difficiles pour elles ? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on sait plus de quel côté Moi, je trouve qu'on nous a pas assez vus, peut-être parce qu'on nous a pas assez donné la parole, mais moi, j'ai pas eu l'impression. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement courageux ce que Florence Foresti a fait dans son ouverture des Césars, c'était incroyable. Après, elle est pas remontée sur scène quand Polanski a eu le prix et tout. Ça, c'est trop badass et tout, mais déjà, ça a été ce qui a été véhiculé dans les médias après, c'était. Je citerai pas qui, mais quelqu'un qui a dit ouais, vu comment elle est payée, elle vient pas finir le truc, voilà. Enfin, ça a été effacé par les médias cette histoire, je trouve. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on ait pris une énorme place sur ces endroits. Il y a un rôle à jouer. Je disais pas vous, malheureusement. Je me disais que voilà, c'est vraiment intéressant qu'il y ait parmi des personnalités médiatiques assez iconiques du mouvement, il y a quand même 2 femmes humoristes. Blanche Gardin l'avait fait aussi, bien sûr, absolument. Ouais. Est-ce qu'on les laisse ? Est-ce qu'on les, je sais pas. Je trouve pas qu'on leur donne la place qu'il faut. Tu posais la question, est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a un humour ou une manière de faire rire quand on est lesbienne ? Je pense que moi, j'ai beaucoup d'espoir dans les lesbiennes. Tout comme je pense que, non mais vraiment, tout comme Tout le monde pense... en fait, juste pour les féministes. Mais en fait, oui, exactement. Mais de la même manière, je pense comme franchement, tu vois, le mouvement LGBT, tout ce qui a fait progresser la pensée féministe, je pense que ça fera aussi progresser le stand-up, en fait, de sortir de l'hétéronormativité. Et c'est vrai que tu le vois quand même aux États-Unis d'ailleurs, toutes les scènes queer ou les artistes queer qui émergent, bah, t'as l'impression quand même que ça tire les choses vers le haut, quoi. Et qu'en France, on est encore à l'embryon de ça. Donc, il y a quelque chose de l'être, il y a quelque chose de le dire sur scène, mais... en fait, c'est par génération et génération. Et ensuite, le problème, c'est que l'humour, c'est associé à un truc purement réactionnaire parce que c'est comme si l'humour, il ne pouvait pas y avoir d'espoir. C'était toujours du désespoir et de la loose, mais que résultat, c'est facile de... Moi, j'essaye de faire des blagues en disant j'ai envie de jouir, j'ai envie d'avoir du plaisir, j'ai envie de jouir avec mon partenaire, j'ai envie que mon partenaire me donne du plaisir. Mais ça, en fait, parfois, les gens n'étaient pas forcément habitués à l'entendre comme faisant partie du discours humoristique. Parce que ce qu'on avait entendu parfois, des blagues sur la sexualité ou le cul, déjà, c'était des blagues misogynes des mecs qui disent quand je veux y retourner, elle a sa migraine ou elle a ses règles et elle fait semblant de dormir. Tu vois, comme si, tu vois, c'était que la libido appartenait aux hommes. Et parfois, tu avais aussi, quand je suis arrivée dans les milieux de stand-up, pas mal de femmes humoristes mais parce que je pense que c'était ce à quoi le public était préparé, faisaient des blagues sur quand tu simules parce qu'il veut y retourner que toi t'as la flemme. Moi, je demande, mais non, moi j'ai jamais simulé. Je veux Ken. Ouais, je veux Ken. Enfin, je vais pas simuler. Si ça marche pas, je lui dis j'ai pas joué. Enfin, tu vois, je veux dire, et ça, c'est comme si c'était à cet endroit de pousser vers le bonheur. Alors que l'humour, c'est rire de son malheur, c'était un truc un peu de maintenant, quoi, à dire, comme quand tu dis j'ai envie de rire en donnant espoir et en sensibilisant les gens sur la planète, mais c'est pas structurellement ce à quoi on nous a habitués, quoi. On nous a dit parce que ça fait chier, tu vois. Tu voyez ce que je veux dire ? Je trouve que tu imites très bien les hommes. Ouais. J'en ai fréquenté un peu trop. Mais je sais pas, parce que c'est un peu ambigu, parce que, par exemple, moi, on n'en est pas au même niveau qu'aux États-Unis, parce que je trouve qu'en France, je sais pas pourquoi, les gens ne veulent pas que je parle du fait d'être lesbienne, que je parle d'identité discriminée, et ça pourtant ça pourrait être des blagues de désespoir, tu vois, mais celles-là ils veulent pas les entendre. Donc tu vois, c'est hyper c'est hyper ambigu. Moi, on m'a dit, mais tu veux pas parler d'autre chose ? C'est la phrase que j'ai mais tout le temps, plus entendue. Mais pourquoi tu parles de sexe ? Oui, voilà, c'est ça, tu vois. C'est embêtant à la fin. Mais je me demande si dans ce que tu décris, il n'y a pas un autre truc que j'avais lu chez Nelly Kemener, où en fait, on va tolérer de la femme ou de la personne racisée un humour qui est justement dans l'autodépréciation. Oui. Genre le noir qui fait des blagues sur les noirs, ou l'arabe qui se moque des arabes, ça c'est c'est tellement drôle. Par contre, l'arabe qui se moque des blancs, ça passe beaucoup moins bien. Ouais. Et voilà. Et donc la femme qui dit oh là là, je simule, je jouis pas parce qu'évidemment les femmes savent pas jouir, etc. Ça passe. Alors que la femme qui fait une blague sur le mec est un mauvais coup, mais enfin, c'est du mauvais esprit. Et c'est peut-être ça, en fait, la subtilité, quoi. Parce que l'autodérision, finalement, ça peut aussi être une façon de rentrer dans les stéréotypes. En tout cas, je dirais que j'ai l'impression que nous, les femmes, on est vraiment beaucoup plus critiquées aussi sur les sujets qu'on va aborder. C'est à la fois, on va dire non, ne parle pas de ça, non, et en même temps, parfois, je me dis... J'ai l'impression que nous, on va être plus politique sur scène, parce que c'est tellement la galère d'être une meuf dans l'humour que quand tu as réussi à faire tout ce chemin, tu as envie d'avoir quand même un vrai truc à dire, tu vois. Et que j'ai l'impression qu'une femme qui voudrait faire, j'en sais rien, un personnage totalement absurde, pas du tout politique et tout, ça... Les gens diraient pourquoi elle fait ça, c'est pas très intéressant ce qu'elle dit, alors que ça passerait mieux avec un mec. Je sais pas si moi je ressens beaucoup que vous traînez dans les milieux de stand-up, parce que moi ça fait longtemps qu'on m'a pas dit oui mais tu devrais pas faire ça, tu devrais pas raconter, parce que je m'en bats les couilles en fait. Genre je parle de ce dont j'ai envie, non mais je comprends, mais j'entends là les rumeurs des couloirs de stand-up, des programmateurs et tout. Allez sur les réseaux sociaux, genre. Non mais c'est vachement, je sens justement par YouTube, toi t'as réussi à un petit peu aller court-circuiter. Mais oui, moi je dis vas-y, j'ai trop envie de faire des blagues sur les haricots blancs et tout, c'est vachement difficile à cuisiner. Et t'as trouvé je sens que ça va prendre dans le public, ce sujet important.
Et j'ai fait des bêtes de vannes sur les haricots blancs. Non, mais par J'adore. contre, tu mets le doigt sur un truc hyper important Ouais. aussi, que finalement, c'est aussi le public. Ouais, les plateformes, qui va- plateformes sur lesquelles tu fais, ou les salles dans lesquelles tu joues. Non, mais j'imagine, Tani, moi je t'ai vu à la nouvelle scène dans un public qui était constitué à 99,99% de femmes lesbiennes et 0,01% de bisexuels. Donc évidemment, ça riait aux éclats à tes blagues sur The L Word, mais est-ce que si tu fais ce même stand-up devant le festival de Montreux, par exemple, le public réagit de la même façon? Je ne pense pas, vu les commentaires sous ma vidéo de Montreux. Mais ouais, non, mais si, c'est sûr, je suis obligée de m'adapter. Et c'est pour ça que je disais, parce que parfois, hein, en fait, je vais dans des festivals où c'est pas du tout cette composition dans le public. Et du coup, souvent, je rentre de ces festivals, d'ailleurs, en me disant, il faut vraiment que j'ai au moins un stock de 10 minutes de blagues qui ne parlent pas de lesbiennes, qui parlent de haricots blancs. Non, c'est super politique, mais bon. Mais évidemment. Mais ouais, c'est une vraie question. Après, tu vois, moi, je m'y suis mis avec le Covid, mais pendant longtemps, j'étais effrayée par les réseaux sociaux parce que harcèlement, parce que tu peux te prendre aussi une violence que je trouve que t'as pas. Un bon terreau de blagues. Hein. Vraiment, les messages privés. Ah ouais, mais de la matière en permanence. Moi, tu sais, je suis ascendant cancer, donc je pleure, moi. Je suis balance. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça n'a aucun sens. Ça explique pas mal de choses. C'est un signe d'eau. Non. Ah bon? Balance, signe d'eau. J'y connais rien. Ok, Lorraine, excuse-moi. Swan, non mais c'est important. Je veux qu'on parle vraiment concrètement, matériellement. Est-ce que le fait d'avoir fait ce détour par YouTube, ça va te permettre de revenir au stand-up et par exemple de remplir des salles, d'être devant le bon public? Parce qu'il y a quand même quelque chose de concret. Tu arrêtes de toujours tout prendre à l'humour, Swan. Tu m'as dit, j'espère que ça sera drôle. Non mais cela dit, on s'est bien marré. Non mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a quand même aussi, je vois bien la difficulté qu'il peut y avoir à avoir son nom sur l'affiche, à avoir une salle, à remplir une salle, etc. C'est pas facile. Il y a quelque chose de très matériel quand même dans le fait d'être humoriste. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as hacké le système en faisant ça et que tu vas revenir? Je sais pas encore parce que j'ai forte. pas fait le comeback, mais j'espère vraiment. Pour l'instant, quand je fais des stories en disant je vais juste dans ce comedy club et tout, il y a plein de monde et tout, et je vois bien que ça a changé entre il y a 3-4 ans quand j'étais pas connue et aujourd'hui, c'est à moi à l'époque on me laissait faire 5 minutes sur scène, j'étais la meuf, on me faisait passer en premier, machin. Maintenant, je peux faire 20 minutes à la fin. Je vois bien qu'il y a une grosse différence et ça fait vraiment plaisir. Mais j'ai envie de faire le meilleur spectacle pour qu'il puisse résonner. C'est pas tout d'avoir une communauté, j'ai envie de faire un truc trop stylé, différent, à la hauteur de ce qu'on attend de moi et ce que j'ai envie de donner aux gens. Et j'espère qu'on va hacker le système. J'espère. Hackons le système, vous serez là. J'ai rien entendu, vous serez là. C'est du stand-up, c'est du stand-up. De ouf. Rosa, toi, t'es en train de construire ça. Je le vois, en fait. Il y a quand même aussi une énergie à mettre, quoi. Toi, t'as fait du cinéma, du théâtre. D'un coup, t'es en train de complètement changer de carrière. Mais je trouve que c'est bien, tu vois, de trouver son public, évidemment d'avoir des safe places, évidemment que c'est un confort, tu vois, à la nouvelle scène. C'est vrai qu'à mon spectacle, j'ai une majorité de nanas qui viennent et parfois je sens en fait qu'on a les mêmes vies et qu'on est d'accord et que ça rit fort sur ça et que c'est cool. Tu fais des blagues sur la poudre et les gens comprennent. Quand même, ça donne une idée de... C'est un peu... Oh, est-ce que c'est niche la poudre? Je crois pas. Si, quand même un peu. Ah ouais, alors tu vois, c'est que je m'en rends même pas compte. Mais donc oui, non. Mais par contre, parfois j'aime bien aller me frotter à c'est pour ça que j'aime bien, en fait, même si c'est un univers dangereux, au Comedy Club. Tu vas te frotter à quoi, Rosa? À toi. Elles sont insupportables. Non mais c'était privé, mais bon. Peut-être que c'est mon. Je trouve que parfois justement, quand tu vas dans des comédie clubs, dans des petites salles où vraiment les gens pensent pas comme toi, sont pas d'accord. A priori, on n'a vraiment pas les mêmes vécus, et de réussir à les faire rire, et quand même, ça te fait travailler les blagues, tu vois. Et c'est pour ça que en fait, les plateaux, je continue à en faire aussi. C'est que parfois, je me dis si mathématiquement une nouvelle blague, elle fait rire là, ah non pas là, et que
en fait, elle fait rire que les gens qui écoutent mon podcast, je suis en mode, peut-être que c'est une blague de merde. Tu vois, c'est que, en fait, faut voir aussi dans quelle mesure tu ne surjoues pas sur un public acquis et dans quelle mesure tu as confiance en l'humanité, en fait, et à la société. Waouh. C'est vachement beau. Non, mais c'est vrai, la blague, c'est ça. C'est pour ça que je suis gênée, parce que je n'ai pas confiance en l'humanité. Attends, tu vas peut-être être gênée. Et la psychanalyse est terminée. Merci, Rosa. Non, mais c'est très juste ce que tu viens. Parfois, il y a un truc universel où je pense vraiment que oui, tous ensemble, et que tu vois, on peut sortir de nos milieux et réussir à. Justement, je me souviens d'un comédie club où j'avais joué, et il y a un mec qui était venu me voir après qui me dit oh, j'aime pas les féministes, mais tu m'as. Et justement, c'était au moment où j'avais rebondi sur l'affaire. Après, est-ce qu'on a envie de convaincre ces gens ? Non, on peut leur dire d'aller se faire. Voilà. Mais bon, c'est aussi ça, quand même, ce truc de l'humour. C'est que je pense que c'est un bon instrument pour faire la révolution féministe, l'humour, parce que parfois, t'as pas lu tous les essais de Mona Chollet. Mais t'entends une blague. Souvent, quand même, t'as pas lu tous les essais de Mona Chollet. Souvent. Et tu peux, par l'humour, rentrer et avoir un biais. Et je me souviens à l'époque, il y avait eu Hulot, tu vois, c'est bon, il était tombé une bonne fois pour toutes. Et j'avais encore dans la génération de mes parents des gens qui étaient en mode et qui continuent à l'aimer, à le défendre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il vous faut enfin ? Que personne l'aimait avant, tu vois. Genre. Si, le problème c'est que les gens l'aimaient vraiment quoi. Mais bon, après il y a un moment, faut pas violer, hein, tu vois. Et le truc c'est que tu vois. Et donc j'ai essayé d'imiter, tu vois, la voix de la voix de la boumeuse qui dit elle était dans la voiture, qui veut responsabiliser la mineure, en gros, bref, glauque. Et c'est là-dessus que le mec est venu me voir, il m'a dit ça m'a fait marrer, pourtant j'aime pas les féministes, mais j'ai vu ce que tu voulais dire. Et je me dis c'est cool aussi en fait, mine de rien, tu vois, parce que d'aller toucher, d'avoir cette discussion et ce truc-là. On peut s'en branler, en fait, on peut se dire, c'est pas tant pis pour eux, tu vois, qui restent dans. Et parfois, on peut se dire que il y a le féminisme, il peut y avoir aussi un biais classiste, il peut y avoir un discours, il peut y avoir des termes, et que tout le monde ne l'a pas, et que par l'humour, on peut aussi servir à rendre accessible un discours féministe, et ça peut être cool, en vrai. Mais grave. Non, mais je suis d'accord, et d'ailleurs. Moi, ça arrive aussi parfois que je joue de mon spectacle devant des salles qui sont pas du tout, remplies de lesbiennes, tu vois. Et c'est vrai que, comme tu le dis, moi aussi, j'aime bien quand il y a des personnes. Alors, j'adore souvent, alors, on est hétéro, mais on a adoré votre spectacle. J'adore. D'ailleurs, c'est marrant. Enfin, voilà, j'ai jamais dit à un mec hétéro, je suis lesbienne, mais vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Kiffé ton spectacle. Mais et moi, c'est vraiment ce truc aussi magique de la salle de spectacle que j'aime aussi et de voir que, en fait. Des fois, il y a des personnes, je sais pas, il va y avoir peut-être une quinzaine de personnes hétéros qui se retrouvent mêlées à 30 lesbiennes en furie. Et par exemple, je vais faire une blague et toutes les lesbiennes vont être mortes de rire. Et en fait, eux, d'assister à ça aussi, ça renverse un peu la dynamique parfois qui est inverse, où toi, t'es toute seule lesbienne dans un public, tout le monde rit d'une blague homophobe et t'es là genre... Et là, ça s'inverse. Et d'ailleurs, il y a un moment dans le spectacle où je fais des blagues sur les hétéros et j'adore ce moment parce que vraiment, ils sont là genre... Oui. Tu les vois dans le public. Et je les cuisine un peu et c'est très agréable. Je trouve que tu fais très bien la lesbienne toute seule dans le public. Ouais, t'as vu ? Ouais, tu le fais très bien. Merci. Moi, je pense que c'est trop bien tout ça. On va changer le au monde. niveau du timing, hein, je le dis juste. Oh mais arrête, attends, non, attends, on continue. Pardon. Moi, je veux pas que ça s'arrête. C'était l'heure de la question finale en plus, mais je voulais que Swan nous fasse le mot de conclusion de tout ça. Là, vas-y, Swan, fais-nous un petit récap, une synthèse. En gros, moi, à chaque fois que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je me dis, il faut que les gens qui connaissent pas mon travail voient où je veux en venir. Il faut que les gens qui savent pas qui je suis, quel âge j'ai, etc., captent le truc. Donc, j'essaie de le rendre accessible à tous et à toutes. Et c'est un peu la même chose que de jouer devant un public qui est pas acquis, quoi. Je me dis, c'est quoi la métaphore que tout le monde va comprendre ? Donc je fais pas de métaphore sur le métro parisien ou sur un plat vegan, des trucs qui sont pas forcément accessibles. Je me dis, je sais pas, tout le monde est déjà allé à la salle de sport ou tout le monde a déjà ressenti la honte et tout. Et j'essaie de trouver des... Tout le monde n'est pas allé à la salle de sport.
Je le vois. Le prenez pas mal. Moi, je fais de l'humour autodépréciatif. Alors, pas du tout. Mais voilà, donc c'est trop bien d'essayer de démocratiser, de faire de la pédagogie autour de ces concepts et toujours de penser aux gens qui savent pas d'où tu viens, quoi, et qui tu es. Vous venez de nous prouver que Marina avait raison. On fait de l'humour plus intelligemment quand on est une meuf, j'ai l'impression. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. C'est l'heure de la question finale. Ça évoque quoi pour vous, la poudre? Ah, celle-là. Rosa, t'es inspirée? J'ai de la poudre partout chez moi. Parce que j'ai en fait... j'ai eu un accident. En fait, j'ai laissé une lampe à huile allumée tout un dimanche chez moi et donc ça a carbonisé mon appart. Et peut-être que c'est pour ça que je me suis radicalisée dans le féminisme, tu vois, c'est parce que j'ai vraiment de la poudre partout. et c'est de la poudre noire, donc c'est ça aujourd'hui que j'en avais dans les narines, j'en ai plus. Mais ça, c'est la poudre visuellement, et ensuite la poudre, et bah, c'est aussi ce qui est emporté vers le vent. Très inspirée, donc Rosa. De Pocahontas. Et il faut répondre rapidement. Prends ton temps, vraiment. Non, parce qu'à un moment, j'avais envie d'écrire un film d'animation sur le destin des poussières, tu sais. Que personne n'aime, tu vois, les poussières, finalement. Tout le monde veut les aspirer, quoi. Il n'y a personne, il y a jamais quelqu'un... Et je me dis, mais il n'y a pas eu de film sur leur... Et donc, tu vois, la poudre, c'est quand même comme les poussières, c'est un peuple nomade, tu vois, qui a besoin, et peut-être qu'il ne trouvera pas la terre d'exil. Et peut-être que dans cette diaspora, dans cette quête, il y a quelque chose de notre humanité. En tout cas, clairement, record battu de la plus longue réponse à cette question en 7 ans, quoi. Intense. Swan, est-ce que t'es inspirée? C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, ça me fait penser à dans un dessin animé quand quelqu'un met les 2 doigts dans la prise et que ça fait et après qu'il est là avec les cheveux et que ça fume un peu. Voilà, c'est un peu moins stylé que c'est un peu moins stylé que Rosa, mais je pense qu'elle a fait elle, Backel, je pense. T'as fait Backel? Option théâtre. C'était sûr. Ok, pas mal, belle image. Merci Swan. Mais moi, je pense que je vais quand même rebondir par rapport à l'idée de Rosa. Il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la poudre, c'est forcément du collectif. Tu vois, un grain de poudre, c'est rien, c'est un grain de poussière. Donc la poudre, pour moi, c'est être ensemble, quoi. Si on n'est pas ensemble, on n'est pas une poudre et on n'est rien. Donc soyons la poudre. C'est tellement vrai. Merci infiniment à toutes les trois. Rosa, elle pleure, elle veut pas que ça se termine. Non, j'arrive pas à y Mais la croire. soirée n'est pas terminée. Alors applaudissons-les déjà très fort. Parce qu'on n'est qu'au début de leur performance de ce soir. Merci Lorraine. Merci. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la poudre. Hier, j'ai oublié de le dire. 6 ans. 6 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la poudre. Oh. Joyeux anniversaire. Le sac de la poussière.
poudre. Joyeux anniversaire. Waouh, la voix de Swan. Merci beaucoup. Ouais. Premier épisode, 1er décembre 2016. Rebecca Zotowski. Et 6 ans plus tard, je suis sur scène avec vous. Et vous, c'est pas magnifique, sérieux. Franchement, trop bien. Merci les meufs. C'est à toi. Merci à Rosa Berstein, Swan Périssé et à Tani d'être venus faire parler la poudre avec moi. Merci à toute l'équipe de Live Nation, en particulier à Jonathan, Wafi et Swana de nous avoir accompagnés pour cette première. Merci au théâtre Apollo pour son accueil chaleureux. Et merci à Marius Pruvot pour cette magistrale prise de son. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizet. Au montage et au mixage, Marion Emery. Un grand merci au studio Gong et à Karen Bunn. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre.